Enregistrement. Je me présente, je suis Gabriel Dabichevel, je suis le fondateur d'une Minute 30. C'est une agence marketing que j'ai créée il y a 13 ans et qui a évolué avec le rapprochement que j'ai fait avec Rémi Poulet, qui va se présenter lui-même il y a 3 ans en tant qu'intégrateur CRM HubSpot. Rémi est vraiment notre expert technique, il a une longue expérience là-dessus, on va vous partager. On a déjà à plusieurs reprises intégré Sage X3 et on est partenaire de Cardle. Et je vais laisser d'abord, avant Rémi, Franck se présenter, partenaire de Cardle pour organiser ce webinaire et pour travailler ensemble justement sur des projets intégrant Sage X3 en tant que RP et HubSpot en tant que CRM. Merci à tous d'être là. Merci Franck aussi d'être là. Franck, je te laisse te présenter. Il faut enlever le mute. Effectivement. Merci Gabriel. Donc Franck Gontier, en fait, moi je suis chez Cardle depuis 2021. Je m'occupe de la partie produit. Donc en fait de tous les verticaux. Donc là j'écoutais nos clients que je connais tous heureusement. Donc on délivre avec mon équipe des verticaux autour de la solution X3 standard pour répondre aux particularités métiers de nos clients. Et c'est effectivement dans ce cadre-là qu'on a démarré les travaux avec Rémi et Gabriel par rapport à l'offre HubSpot, puisqu'on était conscient depuis de longues années que la partie purement CRM de X3 ne convenait pas en fait pour répondre aux problématiques de nos clients et que se lancer dans le développement d'un vertical complet autour des fonctions de CRM et la multiplicité en fait de ce que peut couvrir une CRM, c'était pas jouable, d'où ce partenariat effectivement qu'on a souhaité mettre en place avec une Minute 30 pour proposer une solution à nos clients sur ces domaines-là. Pour ma part, donc, je suis Rémi Poulet, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Gabriel, je suis son associé au sein d'une Minute 30. Au préalable, j'avais monté une filiale d'une entreprise de conseil où on était très orienté sur la data et aussi intégrateur de CRM, multicarte, puisqu'on intégrait à la fois du Dynamics, du Salesforce et du HubSpot. Et on s'est concentré sur HubSpot et on a fait une spin-off il y a maintenant 3 ans et ça fait un peu plus de quelques décennies maintenant, mes cheveux blancs témoignent, que je sévis dans la tech sur des problématiques d'intégration et de chantier de gouvernance. Et quand on parle de CRM, on parle bien des 3 composantes de CRM sur lesquelles on reviendra sûrement, que sont d'une part la partie force de vente et gestion des forces de vente et de l'activité commerciale, d'autre part la partie marketing et tout ce qui est acquisition et communication et enchantement du client. Et la 3e partie qui est là où on parlait d'Zendesk tout à l'heure, qui est la partie support client avec toute la gestion des demandes diverses et variées. Pour compléter notre présentation, on accompagne de tout type d'entreprise. Ça va de groupes industriels à des TPE en passant par des clubs de foot ou des centres de loisirs. Et notre point spécifique, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de chantiers et de clients qui utilisent aujourd'hui Sage, tant dans sa version X3 que dans les autres versions. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la partie X3. Et donc, merci d'avoir rappelé un peu l'objectif du webinaire, comment HubSpot se présente comme la brique CRM, marketing, service complémentaire potentiellement de Sage X3. Et un dernier petit point qu'on va évoquer au cours de ce webinaire, c'est aussi les outils de type CPQ. Je ne sais pas si ça vous parle, Configure Price Quote. Donc, des outils qui permettent de faire des devis complexes. Et ça, c'est clairement une solution qui entre le CRM, qui gère la relation client, commercial, marketing et service, et le RP qui va gérer les plans de pricing. C'est vraiment de vous aider à faire des devis complexes. Et on va faire un petit moment d'échange sur ce sujet-là. On va reprendre l'ordre du jour et je te passe la parole en premier, Franck. C'est cette question de quelles sont les forces de Sage X3 en tant que RP, vous les connaissez, vous l'utilisez déjà, mais potentiellement aussi sur l'aspect CRM, qu'est-ce qu'il propose et qu'est-ce qu'il ne propose pas, et pourquoi c'est pertinent de fait d'intégrer un vrai CRM à côté.
Merci Gabriel. Alors effectivement, je pense que les forces de X3, les clients qui sont ici les connaissent, hein, puisque c'est des clients qui utilisent X3 déjà depuis pas mal de temps, qui sont sur la dernière version, qui sont en V12. Donc les forces de X3, c'est les forces d'un ERP, c'est-à-dire d'un ERP en plus qui a maintenant pas mal d'années d'expérience. Donc qui va être capable de couvrir un petit peu tous les domaines de gestion que les entreprises attendent et qui sont les domaines d'activité vraiment au cœur des entreprises industrielles, puisque chez Cardol, nos clients sont avant tout des industriels. Hein. On est énormément sur cette cible-là et un peu moins sur de la cible purement de négoce. Donc on va avoir une couverture de toute cette partie-là, tout le flux, on va dire, des ventes jusqu'à la facturation, et bien entendu derrière toute la partie finance qui suit sur X3. Un des atouts d'X3 à ce niveau-là est d'ailleurs de proposer pour les clients des finances pour des structures, groupes, multi-sociétés, multi-sites. Donc ça, c'est effectivement une des forces de X3 d'être capable de gérer ce type de structure et d'être multi-législation. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir travailler avec des groupes qui peuvent être sur des pays différents et donc avec des règles fiscales et comptables différentes. Donc ça, c'est, je dirais, si on reprend un des principaux points de la force de X3, c'est vraiment celle-là et c'est celle que nos clients attendent quand ils partent sur ce type de RP. Et puis après, derrière, c'est toute la partie gestion industrielle et gestion de stock que l'on va retrouver avec des capacités de valorisation de stock qui sont quand même assez importantes dans X3 et tous des flux de production qui sont là aussi plutôt bien gérés dans X3 avec une capacité de répondre aux problématiques principales des clients industriels. Là où nous, en plus, côté Cardol, on a pris le relais, et j'en parlais tout à l'heure avec le rôle de l'équipe produit que je représente chez Cardol, ça a été notre capacité à proposer des verticaux pour s'adapter à des particularités de domaines d'activité de nos entreprises industrielles. Si je cite quelques exemples comme ça, nous, on a des particularités sur des clients qui vont être des fournisseurs de l'automobile avec des verticaux autour de ce qu'on appelle l'automotive. Ça va être aussi de répondre à des problématiques de clients qui sont dans la plasturgie, d'autres qui sont dans la chimie, le pharmaceutique, le cosmétique. Voilà, ça fait partie de domaines d'activité sur lesquels on a été amené à beaucoup travailler et à produire des verticaux complémentaires pour bien coller aux exigences de nos clients. Voilà. Et puis en même temps, une des forces de X3 aussi, c'est sa capacité à pouvoir être mis en place chez des clients, enfin des grosses PME, des ETI, où on commence déjà à avoir pas mal de volumétrie, pas mal d'utilisateurs en simultané, et donc à tenir la charge pour pouvoir répondre aux activités quotidiennes des entreprises. Alors maintenant, après, si j'oriente par rapport au thème du jour vers la SRM, là, j'ai presque envie de dire, malheureusement, ce n'est pas véritablement un domaine de prédilection de l'ERP X3. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui, hein, sinon on aurait plutôt essayé de répondre aux clients directement avec les fonctions standards proposées par le ERP X3. C'est vrai que sur la partie CRM, alors c'est pas très très bien couvert. Je pense qu'on souffre de plusieurs choses. Un, de l'ergonomie. On est dans une ergonomie ERP, donc on est dans quelque chose d'assez cadré, assez rigide, qui correspond assez peu finalement à ce que peuvent attendre en particulier des forces de vente ou des commerciaux en termes de structuration des informations, souplesse d'utilisation ou du formatage des données. Ça, c'est le premier point. Le deuxième inconvénient, et ça aussi, c'est parce que on est quand même sur un ERP, c'est que c'est une solution qui est peu ouverte à de la mobilité, c'est-à-dire à des gens qui vont être en dehors de l'entreprise et qui vont avoir besoin de se connecter en étant chez le client avec une offre relativement légère, hein, qui leur permet d'accéder à de la donnée et de pouvoir travailler directement chez le client. Là, X3, c'est pas vraiment sa force, puisque généralement, on est plutôt connecté à l'intérieur des murs de la société, sur un réseau interne, avec des débits qui sont souvent
bon et donc suffisant pour X3, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est à l'extérieur. Et puis après, c'est aussi les fonctionnalités qui sont assez limitées. C'est-à-dire que quand on regarde la partie CRM de X3, c'est du positionnement de rendez-vous, bon certes, mais voilà, avec l'ergonomie qu'on connaît et pas forcément la facilité d'usage que peuvent attendre des commerciaux. C'est, on va dire, du mailing, mais fait un peu avec une mode à l'ancienne, un petit peu lourde, qui ne correspond pas aux attentes des utilisateurs maintenant. Et puis après, on a une deuxième partie qui est plus, enfin une dernière partie dans la CRM qui est plus sur du contrat de service, qui repose sur des données techniques avec éventuellement des choses qui peuvent être mises à la disposition de techniciens qui interviendraient pour du SAV chez les clients. Mais pareil, là, l'ergonomie, elle n'est pas forcément géniale par rapport à ça. Et on va avoir des lourdeurs en fait, de gestion qui font que la plupart de nos clients, quand ils ont commencé à s'intéresser aux fonctions CRM standard X3, ont vite fait machine arrière dans la mise en œuvre parce que globalement, ça ne correspondait pas aux attentes des utilisateurs finaux. Voilà les écueils principaux sur lesquels on est souvent retombé sur cette partie CRM et ce pourquoi on a commencé à regarder des solutions externes, dont la solution proposée par 1 minute 30 avec HubSpot. En mute, Gabriel. Je disais, je suis en mute à mon tour. On se fait tout savoir. Merci beaucoup, Franck. Rémi, je t'invite à avancer sur les 2 prochains points de notre ordre du jour. C'est une présentation un peu rapide d'HubSpot et puis un peu présenter aussi des avantages concrets d'avoir un HubSpot lié à X3 et des cas d'usage. Et tu as grosso modo jusqu'à 10h30 pour ça. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, pour décrire HubSpot très brièvement, j'ai décrit tout à l'heure les 3 gros éléments essentiels d'HubSpot, même s'il y en a d'autres, bien entendu. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans HubSpot, la logique d'HubSpot, c'est qu'il y a des CRM qui sont simples et peu puissants. Il y a des CRM qui sont puissants mais complexes. Et le positionnement d'HubSpot a ça de particulier, c'est qu'il est puissant et simple. C'est-à-dire qu'on a des clients qui gèrent des centaines de milliers de comptes sans avoir d'administrateur HubSpot et sans avoir besoin d'administrateur HubSpot, là où dans d'autres écosystèmes de type Salesforce ou Microsoft Dynamics, vous aurez forcément quasiment un administrateur à temps plein. Ça, c'est le premier vecteur différent. Deuxième élément différenciant d'HubSpot, c'est que HubSpot est un outil où tout est basé sur la même souche. Ça veut dire que toutes les informations des contacts, par exemple, ou des entreprises, tout ce qui va se passer est accessible à la fois du marketing, des forces de vente et du support client qui ont l'accessibilité des mêmes informations et une capacité de voir toutes les intégrations. Ce qui permet en fait dans HubSpot d'avoir une vue holistique, réellement holistique et exhaustive de toutes les interactions du client avec la marque et tout ce qui va se passer sur ses contrats, ses services, etc. C'est-à-dire s'il est par exemple différents canaux, s'il va sur un chatbot, s'il visite le site web, s'il ouvre votre devis, s'il ouvre la présentation commerciale que vous lui avez envoyée, si il signe le devis, les emails que vous allez échanger avec lui, les appels téléphoniques que vous allez faire avec lui, les réunions et les comptes rendus des réunions, l'ensemble des interactions va pouvoir être collecté dans HubSpot. Et si, moyennant en fait l'activation de ces canaux et donc le paiement des add-ons correspondants, pareil, si vous communiquez sur WhatsApp ou si vous communiquez sur LinkedIn. Et idem, y compris pour les non connus, c'est-à-dire sur la partie typiquement réseaux sociaux et gestion notamment de tout ce qui est réponse aux réseaux sociaux, tout ce qui est gestion de la satisfaction client, etc. HubSpot va pouvoir tout gérer en un seul point et collecter 100% d'interactions de façon à ce que quand vous un commercial, quand on fait un déploiement HubSpot pour un commercial à titre d'exemple, on va être capable et à même, en temps court, de lui mettre à disposition l'ensemble des données pertinentes pour l'aider dans sa vente. Et donc, on a bien cette capacité à connaître l'intégralité des interactions et donc, notamment, tous les emails qu'il aura reçus vont tomber naturellement dans HubSpot. Et ça va être déjà la première force. La deuxième force, c'est que cette souche de données que vous avez autour du client, elle va pouvoir être enrichie d'écosystèmes connexes.
notamment de l'ERP, mais ça peut être aussi d'autres systèmes. Parfois, on a des clients qui ont des systèmes de mesure ou de sondes de supervision chez les clients qui peuvent remonter des alertes directement dans le CRM pour déclencher des éléments. Il peut y avoir des visites terrain ou des bureaux d'études qui vont remonter des informations qui vont constituer, ils vont être des éléments constitutifs des réponses à des appels d'offres ou des dossiers commerciaux. Il peut y avoir des sources, des prestataires tiers qui alimentent des données ou des systèmes tiers qui vont, par exemple, interagir avec HubSpot ou être synchronisés avec HubSpot. Par exemple, tout à l'heure, je crois que c'est Benjamin, je ne suis pas sûr, qui évoquait Mobi CRM. Il est tout à fait envisageable d'avoir un Mobi CRM qui soit synchronisé avec HubSpot et d'avoir une force terrain qui a son propre outil. On le fait notamment avec du Sales App ou d'autres outils de cette façon-là, qui sont complètement synchronisés avec HubSpot et dans lesquels, en fait, les commerciaux terrain ne verront que ce qui les intéresse au travers de leur outil dédié. Pour autant, en fait, on va avoir dans HubSpot l'intégralité des informations qui vont permettre au niveau de l'administration des ventes de gérer les interactions clients. Ça, c'est la première base. Mais bien entendu, quand on parle de CRM, on parle aujourd'hui aussi de tout ce qui va nous permettre de simplifier, d'automatiser la vie du commercial. Donc, l'automatisation, ça peut être des automatisations des workflows qu'on va mettre en place, donc des systèmes qui vont permettre de déclencher sur certains événements ou sur l'absence d'événements des tâches, des appels, des emails, des relances, etc., de manière automatique, de façon à leur simplifier la vie. Mais c'est aussi, en fait, tout ce qui va être de l'IA, c'est-à-dire l'assistance à la rédaction d'un email, l'assistance au scoring d'un client pour détecter le matin quand on arrive quelles sont mes tâches à faire, quel est l'ensemble de mes clients chauds, c'est-à-dire ceux qui risquent de signer à court terme, quels sont mes points importants de vigilance à avoir, quels sont notamment mes clients qui aujourd'hui ont moins de réactions, ont moins force de score d'engagement. Tout ça va pouvoir être totalement automatisé, ce qui fait que quand en tant que commercial, on a à gérer un portefeuille, on est capable, en fait, avec un bon paramétrage, d'arriver le matin et de savoir exactement la liste des points de vigilance, la liste des tâches à faire, la liste, ce qui risque de closer, donc où il faut un réengagement, et être notifié en temps réel, par exemple, quand un client est en train sur un devis, et d'être capable de réagir et de lui passer un appel directement depuis HubSpot en un clic. Et donc, c'est vraiment cette force-là de simplification de la tâche qui va permettre, en fait, à chaque commercial d'être plus efficient. Mais au-delà de ça, la plupart du temps, quand on est sur des dossiers complexes ou de la vente assistée, en fait, le commercial n'est pas seul dans ça. Il peut y avoir l'administration des ventes, il peut y avoir, en fait, du support, il peut y avoir, en fait, le juridique, etc. Ce qui fait que, en fait, chaque entité, chaque partie qui va contribuer à cette vente ou contribuer à cet enchantement du client et au service du client va pouvoir aussi alimenter HubSpot, soit au travers d'HubSpot, soit au travers d'outils tiers. Et donc, ce qui veut dire que, globalement, toute la donnée qui va être collectée, on va pouvoir réexposer toute ou partie de cette donnée, notamment pour les parties pertinentes et avoir des workflows de validation d'une proposition commerciale par une partie, d'avoir de la génération d'un document contractuel, mais avec les évolutions du document contractuel. Tout ce qui va faire qu'au-delà du travail individuel du commercial, ça puisse être un travail collectif. Et cette collectivité permet, comme c'est qu'une seule base au travers du marketing, du service client et de la commerciale, d'aligner aussi au mieux au niveau de l'entreprise, eh bien, en fait, la connaissance et la performance de l'entreprise. Chacun va se retrouver autour des mêmes objectifs. Et donc, c'est vraiment cet alignement marketing, sales et support qui apporte encore plus de puissance, en fait, à HubSpot parce que tout le monde a le même référentiel. Tout le monde a les mêmes indices de satisfaction. Et donc, on arrive au troisième point. On parle de collaboration facilitée. On peut rentrer dans une logique de travail collaboratif. Il suffit d'une demi-seconde pour assigner une tâche ou assigner un lead à une personne, notifier quelqu'un sur le fait qu'il doit répondre ou définir en fait une automatisation de tâches qui fait que le suivi des tickets, si la personne ne répond pas en temps réel, il y a une escalade qui se fasse. C'est un paramétrage. Tout ça, c'est du paramétrage automatique. C'est-à-dire, c'est un assistant réellement à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et c'est un assistant au quotidien pour que le commercial soit le plus efficient possible. On dit toujours un métier, une interface. Donc, quand on a une interface ou un outil qui est HubSpot au niveau du commercial, on doit pouvoir tout faire depuis HubSpot et tout simplement être
très efficace dans l'ensemble de la relation. Ensuite, HubSpot est aussi un outil de pilotage. C'est-à-dire, quand on pilote une entreprise, on a besoin d'indicateurs. Et donc, vous avez aussi nativement dans HubSpot une vraie logique de BI. Donc, on peut exposer la BI sur des outils tiers comme Tableau Software, Power BI, etc. On a beaucoup de clients qui choisissent leur propre écosystème. Pour autant, on a beaucoup de clients qui s'appuient sur HubSpot intégralement pour le pilotage de la performance. Cette pilotage de la performance, ça vous permet, en fait, comme vous avez toute la donnée, d'avoir quelque chose qui va être centré sur le client. Quelle est la typologie client? Quels sont les personas qui sont les plus efficaces en termes de cycle de vente? Quelque chose qui va être centré sur les commerciaux ou sur le support. Quelle est l'efficacité opérationnelle? Quel est le SLA de mon support? Quelle est ma durée quel est mon taux de transformation de mes commerciaux? Quel est les segments sur lesquels il est plus efficace? Et quel est son avancement par rapport à son objectif? Mais quelque chose qui va être aussi orienté sur les produits. Quels sont les produits qui remontent le plus de tickets, qui ont le plus d'incidents au niveau du support? Et donc, toutes ces informations-là se retrouvent dans HubSpot et juste par des drag and drop et de la personnalité, quelque chose qui est assez simple quand on a des notions un peu de BI, en quelques minutes, vous êtes capable d'établir des tableaux de bord qui vont vous permettre de piloter l'intégralité de la performance de l'entreprise. Et donc, ça, c'est aussi la troisième force d'HubSpot, c'est que au-delà de la vision commune, au-delà de l'automatisation, en fait, vous avez un bon pilotage. Et bien entendu, la résultante de tout ça, c'est que vous avez une capacité, vous avez un cycle de vente qui est plus optimisé, vous améliorez l'enchantement client parce que quand vous voyez le score d'engagement baisser, vous êtes capable d'analyser, lui demander, lui envoyer un sondage, le contacter pour demander dans votre portefeuille pourquoi il y a tel ou tel problème, est-ce qu'il a des sujets à aborder. Vous allez pouvoir détecter des appétences de cross-sell ou d'upsell, bien entendu, nativement dans HubSpot. Et à la fin, en fait, vous améliorez la relation client, vous améliorez son enchantement. Et bien entendu, vous augmentez le chiffre d'affaires. Et il est 10h30, j'ai respecté mon cahier des charges. Parfait, j'allais justement te proposer de t'interrompre. C'est peut-être le moment, Alexandre, Benjamin, Tom, si vous avez des questions sur HubSpot, si vous avez bien compris, avant qu'on passe à la partie suivante, à savoir les sujets d'intégration et de gouvernance, de répartition des rôles entre Sage X3 et HubSpot. Alexandre, Benjamin, Tom, si vous souhaitez intervenir. Écoutez, pour l'instant, de mon côté, c'est clair. Merci beaucoup. Pareil. Benjamin? Pareil, c'est clair, oui. Pas de souci. Bon, parfait. Est-ce que vous aurez la possibilité de nous présenter quelques écrans HubSpot ou alors est-ce que vous avez de la documentation qui présente ces écrans? On peut ça rentre pas dans le format de cette conférence, parce que c'est 1 heure, donc… En 3 minutes, on peut montrer la philosophie d'HubSpot si on peut s'accorder ces 3 minutes. Ouais, vas-y, Rémi. OK, alors je vous demande 15 secondes des 3 minutes pour ouvrir la bonne fenêtre et vous la partager. Alors, je vais vous présenter en fait un cas client, mais qui vous résume la philosophie, parce que vous imaginez bien que les données commerciales sont des données sensibles. Mais ce cas client a la bonté, entre guillemets, d'accepter que l'on partage ces données. Donc, c'est quelque chose qui est complètement hors secteur, mais qui a la capacité de ne pas avoir de concurrence, puisque c'est un club de foot et il est seul à vendre son stade. Est-ce que vous voyez mon écran? Et c'est le club de foot champion de France en ce moment. Le LOSC. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui. OK. Donc, en fait, le principe, c'est, on dit toujours, pour être, on pourrait montrer, là, je vais juste vous montrer en fait la philosophie en 3 minutes. On dit toujours en baser plus, qualifier mieux pour activer mieux. C'est-à-dire tout l'intérêt en fait d'une relation commerciale, tout l'intérêt d'une relation marketing, c'est d'être capable d'en baser plus de personnes et d'avoir une meilleure connaissance des clients. Donc là, par exemple, depuis qu'on a déployé au LOSC il y a 2 ans et 2 mois, le HubSpot en tant que CRM. Dans les 15 dernières années, au préalable, ils avaient collecté 118 000 contacts sur 15 ans, à force d'Excel et d'outils de billetterie dont ils faisaient des exports. En moins de 2 ans, on a quasiment triplé le volume. Donc, en 2 ans, on a quasiment triplé le volume de contacts. Quand on parle de tripler ce volume de contacts, c'est aussi qualifier, connaître 100% de ces contacts. Mais ce qui m'intéresse, à la fin,
c'est de connaître le chiffre d'affaires que l'on génère, c'est-à-dire être capable de dire, bah, à date, sur cette saison, j'ai généré 1 129 000 euros de chiffre d'affaires additionnel sur la billetterie, j'ai généré 85 533 euros de merch. Et quand je parle de ça, je dis, bah, par exemple, je prends n'importe quel match, je prends n'importe quel contact dans n'importe quel match, et bien de cette personne-là, je suis capable d'avoir une vue d'ensemble en un clic, qui est de dire quel est le chiffre d'affaires qu'il a généré depuis sa relation avec le LOS, qu'est-ce qu'il a généré dans les 365 derniers jours, le persona auquel il correspond, qu'on a défini, qui est quelqu'un qui est pas tout à fait abonné, mais qui est presque prêt à s'abonner parce qu'il a un score quasiment très fort de 395. Bien sûr, le score de RFM et donc les dates de dernière transaction, les nombres de jours, les nombres de transactions dans les 365 derniers jours. Bien sûr, le détail de chacune des transactions. Est-ce qu'il a acheté sa billetterie en ligne? Est-ce qu'il a acheté sa boutique physique? Est-ce qu'il a acheté en boutique physique? Oui. Est-ce qu'il a acheté en boutique en ligne dans les 3 derniers mois? Non. Et puis, par exemple, est-ce qu'il est connecté à l'application? Quel est le nombre de points de fidélité qu'il a? Et au-delà de ça, on est capable de voir en détail, en fait, l'intégralité de ces interactions et tout l'historique des interactions, de ses achats de billetterie, les pages vues qu'il a sur le site. Donc, on va voir si on tombe sur des pages vues. Chaque email, est-ce qu'il l'a ouvert ou pas? Je regarde, par exemple, là, on regarde les vues de page, par exemple. Là, on peut regarder que le 14 août à 17h50, on dit merci pour votre commande, etc. Donc, on voit exactement un exemple B2B aussi avec un pipeline commercial? Pardon? Est-ce que tu as un exemple B2B aussi avec un pipeline commercial? Pas que j'ai le droit de partager. D'accord. Parce que qui t'a partagé le nôtre, 2 secondes juste pour montrer cet aspect-là. Donc, de ça, en fait, on va pouvoir segmenter, activer et gérer des workflows et des automatismes pour ça. Et puis, si vous voulez voir ce que c'est qu'un pipeline commercial concret, donc là, je vais aller directement sur le nôtre. Et donc là, je vais pouvoir avoir des pipelines qui vont me permettre d'avoir en fait une vraie vue complète holistique. Et comme c'est connecté à l'intégralité, eh bien moi, ce que j'aime bien le matin, c'est de regarder ce tableau de bord ici, qui me dit en fait en temps réel quels sont les clients qui sont sur le point de signer, quel est mon score de signature, quelles sont mes tâches à faire, quelle est la planification. Là, j'ai l'accès à mon agenda, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, gérer mon plan de prospection et récapitulatif de mes tâches à faire, etc. Et là, ce score-là, il est automatiquement généré par HubSpot et me permet en fait d'avoir une vraie pertinence de toutes mes tâches, de toutes mes activités, de savoir comment se passe globalement mon activité au quotidien. Et puis, quand on rentre dans le détail des transactions, on se retrouve dans quelque chose de plus traditionnel avec en fait un diagramme, une présentation en Kanban qui permet tout simplement d'avoir des gestions assez simples de mes deals et de rentrer dans le détail de mes deals pour avoir l'intégralité des échanges d'emails, des réunions que j'ai eues, de toute la liste de l'ensemble des interactions que j'ai eues avec ce client-là. Est-ce que ça vous convient, Alexandre? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que ça vous donne l'aperçu? Merci beaucoup. Visuellement, c'est très attractif. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parfait. Je vous propose de passer au point suivant, Franck et Rémi, sur les questions de gouvernance, de répartition des rôles entre Sage X3 et HubSpot. Rémi, tu as évoqué ce principe d'une application par métier, le CRM pour les commerciaux, le RP pour la comptabilité et la facturation, et le fait que chaque équipe ait besoin d'un outil unique. Est-ce que c'est une philosophie qui vous semble pertinente, Franck? Mute. Ouais. Oui, j'avais mis en mute pour ne pas déranger avec les bruits durant votre présentation. Oui, on est bien dans le cadre, hein, Gabriel, de ce qu'on est habitué à faire. Alors, sur les sujets, quand on s'interface déjà avec des applications externes et X3, et en particulier là sur la partie CRM, donc effectivement, toute cette partie métier va être gérée par les solutions CRM proposées par HubSpot en fonction des différents besoins des clients. Et nous, côté X3, comme souvent, hein, on va plutôt être en back, c'est-à-dire qu'on va recevoir par la suite l'ensemble des informations qu'on décidera de partager avec la CRM HubSpot pour mettre à jour un compte client, par exemple, ou pour mettre à jour un ensemble d'activités pour un commercial. Et donc, récupérer au final l'ensemble des informations qui nous semblent utiles sur la partie gestion
sur laquelle l'ERP est focalisé. Et donc avoir une consolidation en fait de toutes ces informations, ne serait-ce que pour d'autres interlocuteurs qui viendraient consulter un compte client à travers l'ERP X3. Donc nous, on va véritablement être la source de données initiales pour alimenter la partie CRM avec l'ensemble des comptes clients connus dans l'ERP. Et la partie CRM va venir nous alimenter ensuite avec l'ensemble de l'activité, par exemple, qui aura été faite dans les solutions HubSpot. Le tout est d'avoir à un moment donné quand même des informations qui restent côté HubSpot parce qu'elles sont purement liées aux actions CRM et un certain nombre d'informations que nous, on va récupérer dans l'ERP parce qu'elles sont utiles en termes de gestion et de suivi du compte de manière transversale par rapport aux différentes équipes qui sont sur l'ERP X3. Après, les technicités qu'on emploie, je dirais, ça vient en second lieu, mais elles sont moins importantes parce que dans X3, de toute façon, on va avoir différentes possibilités techniques en termes d'échange de données. Et là, ça va plus être dans le cadre de ce qu'on aura déterminé avec vous et avec le client, dans la manière dont on veut échanger les données, de la manière dont on veut que on va dire la périodicité d'échange de données. Est-ce qu'il y a des informations que l'on va avoir en temps réel? Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent être échangées ponctuellement dans la journée ou voire même en fin de journée parce qu'elles ne sont pas primordiales pour les avoir en temps réel et on peut attendre un petit peu. Et puis, on va regarder aussi le volume des données. Donc, autant quand on va être sur des données qui peuvent s'échanger en temps réel parce que c'est des éléments ponctuels et assez légers, ben on va pouvoir le faire. Autant quand on va être sur de la donnée plutôt volumétrique, ben là, on va exploiter d'autres technologies dans X3 pour pouvoir traiter ce volume et avoir une périodicité qui est pas la même. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que les différentes possibilités sont disponibles dans X3 et pourront être utilisées avec HubSpot dans les échanges, puisque techniquement, on en a parlé avec Rémi, les technologies qu'on emploie sont les mêmes de chaque côté, et donc on est compatible à ce niveau-là. Je vais compléter un tout petit peu. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Franck, et pour illustrer un tout petit peu plus, on aime bien, nous, parler de source de vérité dans l'entreprise. C'est-à-dire qui détient la source de vérité de la facturation, et là, je pense qu'il n'y a pas débat. Qui détient la source de vérité du contact et qui détient la source de vérité de la dernière information pertinente du contact. Donc, il y a déjà cette notion de source de vérité, il y a cette notion de propagation. Et quand on parle de source de vérité, on ne parle pas que des données. Et c'est là aussi où il faut bien être vigilant. On parle aussi de logique, c'est-à-dire on a deux logiques qui viennent très souvent au-delà et où il faut définir la source de données. On en parlera quand on parlera du CPQ. C'est notamment le calcul du tarif et du droit en cours, qui peut être un premier point qui est non pas une donnée, mais un vrai moteur de règles derrière avec une certaine complexité, ou tout simplement le RCU, la réconciliation du client unique, c'est-à-dire comment identifier qu'un prospect doit bien être attaché à telle ou telle entreprise. Et donc ça, on n'est plus que dans la donnée, on est aussi à trouver la source de vérité des règles de réconciliation des clients et qui vont permettre de définir effectivement. Une fois qu'on a cette source de vérité, on a les points de collecte et on sait que les points de collecte doivent alimenter la source de vérité. Et puis après, on a les points d'usage, c'est-à-dire se dire, OK, c'est très bien, j'ai mon information de contact, où est-ce que j'en ai besoin? Quelle est l'info dont j'ai besoin dans le RP? Quelle est l'info dont j'ai besoin dans le CRM? Quelle est l'info dont j'ai besoin dans les autres systèmes? Et de se donner des règles de propagation de ces données. Et ces règles de mise à jour, y compris dans les cas limites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de date, quand on parle de mise à jour de données, il faut aussi prendre en compte la suppression, il faut potentiellement prendre en compte l'anonymisation et ce que ça peut représenter derrière. Il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle le merge, c'est-à-dire la fusion de deux comptes. Quand on a le split ou le merge, c'est-à-dire quand on a deux entreprises, une entreprise qui devient deux entreprises ou deux entreprises qui deviennent une entreprise, ça a beaucoup d'impact tant côté CRM que côté ERP. Et donc, il y a bien ces règles de gérance et ces règles de gouvernance qu'il faut définir entre les deux écosystèmes de façon à avoir un système sain à la fois à court terme et à long terme. Et dans les bonnes pratiques, on met en place en plus systématiquement ce qu'on appelle des contrôles de gigs, c'est-à-dire des outils qui nous permettent de manière régulière
de vérifier qu'il n'y a pas de décalage au-delà des protocoles de synchronisation et des flux qu'évoquait Franck, des protocoles de supervision qui permettent tout simplement de vérifier qu'on a bien le même nombre de contacts, le même de part et d'autre, le même nombre d'éléments de part et d'autre et qu'il n'y a pas de fuite de données. Juste un petit point, pourquoi on ne s'appuie pas sur des connecteurs natifs? Sur Sage X3? Ouais. Parce qu'il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que justement, à cause de cette complexité de gouvernance de données. Non, alors en fait, il faut comprendre que Sage X3, Franck l'évoquait très bien tout à l'heure, c'est un outil puissant qui permet beaucoup de paramétrage. C'est-à-dire que deux instances d'X3 chez deux clients différents pourront avoir des philosophies d'instances très différentes. Franck, tu me corriges si je me trompe, c'est toi l'expert ici, mais objectivement, deux instances d'X3, on va pas du tout utiliser les mêmes choses de la même façon. Ne serait-ce que sur les plans tarifaires, sur des plans de réduction, parfois on va avoir besoin d'OF d'ordre de fabrication ou de choses comme ça. On va avoir en fait une connexion sur un pan WMS, Warehouse Management System, ou à d'autres pans liés à d'autres systèmes locaux. Donc, en fait, d'une instance à l'autre, il n'y a pas un Sage X3, il y a énormément d'instances Sage X3. Et pareil pour HubSpot. HubSpot permet d'être très souple dans le module de données. Certains vont avoir des propriétés custom. Donc, quand on parle d'intégrer deux écosystèmes qui sont deux écosystèmes dans lesquels ils ne sont pas là pour imposer un process à l'entreprise, mais refléter les process et les BPM de l'entreprise, eh bien, en fait, on a deux écosystèmes dans lesquels il n'y a pas une intégration systématique et unique. Merci. Et tu as parlé de tarification, je t'invite à faire la transition vers le CPQ, qui est un élément de personnalisation important avec des gros enjeu fortes pour les entreprises. Un des gros enjeux, c'est d'être capable de faire un devis en temps court pour un commercial ou de valider un temps court pour un devis en temps court pour une administration des ventes. Et en fait, il y a énormément de cas clients et on a énormément de clients dans lesquels on n'est pas juste à prendre en fait un BPU et d'avoir en fait juste une règle de calculatrice de temps d'unité à tel prix de votre temps. Il peut y avoir énormément de règles complexes. On parlait tout à l'heure de la force de Sage, et Franck l'exposait très bien, sur le fait de pouvoir s'appliquer aux règles comptables et aux règles fiscales et aux plans tarifaires et plans de devises des différents pays. Eh bien, effectivement, la plupart du temps, on a un vrai sujet qui est de dire où est-ce que est réalisée la cotation, donc où est réalisé le devis, où sont réalisées ensuite l'adaptation des conditions générales de vente à la typologie de devis, parce que vous imaginez bien qu'un devis ne va pas être le même en fonction des cas d'usage. Et ça, en fait, c'est là où on a, nous, un module de CPQ qui se retrouve intégré à HubSpot, où en fait, l'objectif est ni plus ni moins qu'aucun devis ne mette plus de 5 minutes, même quand il est complexe. C'est-à-dire, c'est un assistant au travail du commercial, parce que ça peut être très chronophage. On a des clients qui mettaient 45 minutes en moyenne pour réaliser un devis. Une fois qu'on a déployé notre moteur, ils mettaient moins de 3 minutes pour générer les mêmes devis. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller chercher, vérifier les stocks à tel endroit, vérifier les plans tarifaires à tel endroit, appliquer des règles de tarifaires qui pouvaient être complexes, de packs, de combinaisons, de colisage, etc., qui sont parfois très complexes. Analyser aussi potentiellement des frais de port, qui peuvent être des éléments comme ça. Regarder en fait des problématiques aussi de délai d'incoterm. Donc, il peut y avoir énormément de composantes dans un CPQ qui font que, en fait, pour un commercial, dans un certain nombre de cas, c'est quelque chose de complexe. Et parfois, ça se fait en plus en temps différé, c'est-à-dire, on a un premier draft de devis, on va demander au bureau d'études de faire un chiffrage complémentaire parce qu'il y a en fait un travail complémentaire pour réaliser la prestation. Et donc, on va faire appel à un sous-traitant, on va attendre le devis du sous-traitant. Tout ça, on va pouvoir l'automatiser au sein du CPQ dans HubSpot, ce qui permet en fait que, au-delà de générer en fait un devis et une cotation, en fait, le process de création de ce devis peut être un processus complexe. Et c'est là où on a besoin d'un CPQ, au-delà en fait de ce que pourrait faire Sage nativement, ce que pourrait faire HubSpot nativement. Franck, tu veux compléter sur ce sujet du CPQ?
Toujours le mute. Non, ça a été bien expliqué par Rémi. Effectivement, c'est ce que on a aussi nous, quelques clients qui se sont orientés vers des CPQ. C'est effectivement la recherche qui est faite, c'est d'accélérer, on va dire, leur capacité à produire des offres pour leurs clients ou leurs prospects en générant un maximum de choses de manière automatisée et puis surtout d'être précis dans les propositions qui sont faites. Et c'est vrai que c'est là qu'on retrouve l'intérêt en fait d'être en lien avec l'ERP. Ça va être pour tout cet échange de données techniques qui va permettre d'alimenter les éléments du CPQ et de configurer très rapidement une offre, on va dire, technico-commerciale qui permettent de répondre aux exigences des clients en étant rapide, mais en étant fiable aussi, surtout. Oui, le fiable est plus important parfois qu'être rapide. Est-ce que, Alexandre, Tom, Benjamin, vous avez des questions? On va sinon aller vers la conclusion et les questions de facteurs clés de succès, plan d'action. Mais avant ça, sur ces différents sujets, si vous avez des questions sur le CPQ, sur les questions d'intégration. Ouais, alors j'ai deux questions du coup sur l'une et sur l'autre. Sur le CPQ, tout d'abord, nous on utilise le configurateur avec ce 3 pour la génération de devis parce qu'on a effectivement des produits complexes avec une multitude d'options, etc., etc. Comment ça s'intègre tout ça finalement dans la mécanique? Est-ce que c'est du coup le CPQ dans HubSpot qui génère une espèce de pré-config et qu'on descend dans X3 qu'à certains moments? Est-ce que vraiment le CPQ prend la main sur le configurateur et arrive à générer le code article qui correspond? Enfin, ça c'est un peu flou. Alors, je vais me permettre peut-être de répondre en premier, Rémi, parce que... Oui, je pense qu'on va peut-être lui laisser la deuxième question au passage. Et puis, comme la deuxième question, elle était plutôt sur l'intégration et je pense que du coup dans la conclusion, ça viendra, mais pardon, je vous laisse sur le CPQ. Oui, je vais répondre en premier lieu parce que comme vous utilisez le configurateur natif d'X3, si j'ai bien compris, oui. C'est peut-être quelque chose que Rémi connaît un peu moins. Moi, alors, d'expérience, les clients qui se sont mis à utiliser un CPQ ont du coup arrêté d'utiliser le configurateur de X3. Et pour répondre à votre question, c'est effectivement dans ce cadre-là le CPQ qui prend la main sur l'utilisation des données techniques, la configuration en utilisant les données techniques en fonction des options, des variantes, des choix qui peuvent être faits par le client, génère les données, on va dire, définies par rapport à la prise de commande client, aux besoins du client, et va les stocker uniquement, bien souvent, uniquement dans la partie CPQ et ne pas les redescendre systématiquement dans la partie X3, tant qu'il n'y a pas eu d'usage ou de confirmation de la demande du client. Voilà. Donc souvent, on a un arrêt de l'utilisation du configurateur X3 et on se repose complètement sur la partie CPQ. Oui, tout simplement parce que le CPQ offre potentiellement plus d'agilité, mais il est peut-être un peu plus ergonomique que la partie configurateur d'X3. Et comme il y a une action redondante et qu'on n'aime pas faire des doublons dans une entreprise, soit on a une logique de s'appuyer 100% sur le configurateur, ce qui est rarissime, soit de déporter les fonctions du configurateur dans la partie CPQ. D'accord, donc le configurateur sera en mesure après d'aller, parce qu'en fait, suivant forcément, c'est le principe du configurateur, suivant ce qu'on va choisir en termes d'options, ça va dérouler chez nous un certain listing d'articles de prod. Le CPQ, lui, est en mesure de faire ce genre de... Complètement, en fonction des options, on va avoir un certain nombre d'articles de prod. On va avoir aussi les produits complémentaires, les dérivés produits. On est capable aussi de porter des codes comptables pour pouvoir remonter les informations. Mais souvent, ça, l'ERP va les appliquer directement dès qu'on a les identifications de produits. Donc, mais effectivement, c'est la logique du configurateur, du CPQ. Ok. Pardon. Merci pour la réponse. La deuxième question, au cas où? La deuxième question, c'était sur l'intégration de manière effectivement plus globale. Et je pense que du coup, dans la conclusion, vous pourrez emmener la réponse. Point de vue tarification, parce que le moindre
API chez X3, ça va très très vite. Et donc du coup, voilà, ça va découler un peu vos prochaines réponses sur effectivement la tarification liée à HubSpot en lui-même et à ce qu'on peut imaginer en termes d'enveloppe sur voilà, vos dossiers standards, à peu près ce que ça représente en termes de chiffrage client. Tu veux répondre, Rémi? Alors, en termes d'interface, effectivement, il y a deux logiques par rapport à X3, mais là, Franck pourra encore plus mieux l'illustrer, ce qu'on appelle les exports de vue et les exports de flux, entre guillemets, ou d'API. Ce qui coûte cher de mémoire, c'est la partie API moins les exports de vue. Donc, les exports de vue sont donc la donnée en tant que telle, qui est la base de consommation du CRM, elle est côté HubSpot, elle se fait assez facilement et sans avoir d'impact trop fort. C'est ce qui est plutôt le temps réel qui va potentiellement pouvoir coûter plus cher côté Sage. Donc ça, c'est juste pour donner un peu la logique entre guillemets et autant que faire se peut, on essaie d'avoir en fait une vraie rationalité de le besoin d'immédiateté ou pas de certaines informations pour optimiser ce coût d'interface. Sur les tarifs, c'est un peu compliqué parce que les facteurs d'échelle et les enveloppes sont tellement variables en fonction du nombre de sociétés, du nombre de personnes informées, etc., que c'est compliqué de dire en temps réel des prix. Les tarifs HubSpot publics sont accessibles sur le site d'HubSpot. Après, vous évoquez que vous aviez deux commerciaux. Et pour le coup, ça va être 100 ou 150 € par commerciaux. Vous m'avez dit, pardon, il y a deux versions. Il y a une version pro, il y a une version entreprise. La version pro est à 100 € par commerciaux et par mois. La version entreprise est à 150. Donc, dans votre cas de figure, c'est pas un énorme budget. Prix public, nous, on n'a pas de deux commerciaux. J'en ai 11 plus 8. D'accord, j'avais entendu deux tout à l'heure. Non, on a deux forces commerciales, mais effectivement, pardon, mais une sédentaire, une itinérante. C'est pour ça. Non, en toute objectivité, les prix publics d'HubSpot sont effectivement, mais sont un peu comme les prix publics de Salesforce, donc je ne m'apesanterai pas sur ce commentaire-là, mais ce sont effectivement 90 € dans la licence pro qui est souvent suffisante, et 150 € par mois sur la licence entreprise. Et avec du discount potentiel, c'est ce que disait Rémi. C'est ce que j'ai sous-entendu. Mais ils ne sont pas là, donc on peut le dire. Ok. D'autres questions, Alexandre, Benjamin? Oui, j'aurais souhaité savoir par rapport, on a vu l'application et c'est que du en ligne, en fait, vous n'avez pas de solution hors ligne? Non. Il y a une application mobile. Il y a une application mobile hors ligne? Non. Non, il y a qui n'est pas hors ligne, mais qui est mobile. Et sinon, s'il y a des besoins d'hors ligne, Rémi a évoqué à un moment un partenaire qui s'appelle SalesApps, qui permet de gérer des rendez-vous terrain, même quand il n'y a pas de réseau. Et ça remonte après dans HubSpot une fois qu'on retrouve de la connectivité. Et qui permet d'héberger localement sur la machine toutes les informations. Un catalogue, etc. Un catalogue, tarif et logique, tout ça. Exactement. Tout à fait. Ok. Dans la partie CRM, vous faites la prise de commande. La saisie, on en parle beaucoup des devis, mais est-ce que la prise de commande, ça s'enchaîne aussi derrière Alors, la plupart du temps, le devis, quand il est validé, tombe en bon de commande côté ERP, puisque tout le process à l'issue de la commande et éventuellement, ce qu'on disait tout à l'heure, les heures de fab ou les heures de préparation, etc., la réservation du stock ou votre côté WMS sont pilotés par l'ERP. D'accord. Donc plutôt le bon de commande et après retraitement à l'intérieur pour faire la suite du flux. Ok. Exactement. Et ce qui permet par contre d'avoir suivi la commande directement parce que l'ERP va informer HubSpot. Et donc le commercial ou le support ou quiconque d'autre ou la DV va pouvoir en fait suivre l'avancement de la commande. Et par exemple, on a aussi pas mal de clients qui connectent HubSpot au logisticien pour savoir et tracer exactement où en est la livraison et le suivi de la livraison. Ok. Alexandre, des questions de votre côté? Non, merci beaucoup, c'est très, très clair. Bon, parfait. Je vous invite, Franck et Rémi, à conclure avec des questions de plan d'action, de facteurs clés de succès ou ce qui vous
vient à l'esprit sur les quelques minutes de conclusion qui nous restent à l'un et à l'autre. Moi, j'ai juste envie de dire, si tu me permets, Franck, et je te laisserai conclure. En fait, objectivement, chacun de ces deux outils est particulièrement maître en sa matière et particulièrement performant dans sa matière par rapport aux référents du marché. En fait, ce qu'il faut dédramatiser, c'est la complexité de l'intégration. Il faut être très pragmatique. En étant très pragmatique, l'intégration peut être très propre. Il peut être quelque chose qui ne crée pas une dette de l'entreprise, mais crée réellement un bras de levier et en fait continue à compléter l'asset de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui redoutent cette phase d'intégration entre le RP et le CRM, tout simplement se dire, mais est-ce que le commercial va pas être trop pollué par de l'information? Est-ce que en fait le CRM va pas écraser ma donnée dans le RP? Ce qu'on entend très souvent. En fait, les règles de gouvernance et les règles d'interface, notamment sur des ERP aussi propres que Sage, X3, en fait, permettent d'avoir un déploiement serein, bien piloté, mais sous condition, bien entendu, d'avoir une vraie adhésion des équipes, parce que déployer un CRM, ça passe aussi par adhésion des équipes, et sous condition d'avoir une vraie logique de bonne gouvernance, c'est-à-dire avoir une vraie vision cible de qui fait quoi dans l'entreprise et de ne pas avoir en fait de doublons. Le pire qui soit en fait dans les entreprises et qui fait que les intégrations peuvent ne pas fonctionner, c'est notamment quand on a une gouvernance qui n'est pas saine, il n'y a pas un Yalta fait entre le RP et le CRM sur le qui fait quoi. Est-ce qu'on parlait du configurateur tout à l'heure, il serait en fait très périlleux de se dire on met un CPQ et on conserve le configurateur et le CPQ fait aussi sa configuration parce qu'à un moment donné ou à un autre, on aura des données contradictoires. Donc un projet bien mené, c'est un projet sain et avec très faible risque. Pour autant, en fait, on a toujours ces sujets de data quality que l'on croise en permanence, et c'est ces sujets de gouvernance et d'adhésion d'entreprise, et de formation et d'adoption. Mais voilà, c'est ça les bonnes pratiques et mes éléments. Et je passe la main à Franck. Merci Rémi. Écoute, moi je ferai une conclusion qui revient un petit peu sur ce que j'avais dit en introduction, c'est-à-dire que la recherche en fait de ce que l'on a cherché à faire, c'est de proposer à nos clients une solution légère, moderne et adaptée en fait en termes d'ergonomie aux équipes terrain, aux équipes commerciales terrain, ce que l'on n'arrivait pas à fournir avec le standard X3. Et qui, en plus, de par sa modernité, au niveau de l'offre HubSpot présentée par 1 minute 30, c'est ce qui nous a plu, c'est la capacité technique en fait à s'adapter aux échanges que l'on a besoin d'avoir entre cette application et la partie back que représente le RPX3. Donc, de ce point de vue-là, et techniquement et fonctionnellement, on a trouvé que voilà, on avait le partenaire qui allait bien pour répondre à ces sujets-là. Et c'est ce que l'on va donc tendre à faire avec 1 minute 30 pour vous proposer en fait une solution qui réponde à vos attentes et où jusqu'alors on n'avait malheureusement pas grand-chose à proposer. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai mis dans le chat le lien de rendez-vous de Rémi si ça vous intéresse de creuser plus avant votre projet. Bien sûr qu'on va vous envoyer un email de suivi, le replay, de nouveau ce lien de rendez-vous si vous ne l'avez pas complété aujourd'hui, et peut-être même que Solena va vous appeler, ainsi que les gens qui n'ont pas participé au séminaire. Merci Alexandre pour son commentaire. Si vous avez des dernières questions, c'est avec grand plaisir. Et puis sinon, on a fini. Merci à tous. Merci beaucoup Rémi et Franck et Rémi plutôt. Merci à vous. C'était complet et c'était bien de pouvoir échanger aussi avec vous, Benjamin et Tom, qui êtes restés jusque-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À vous. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.